Bonjour à tous. Alors nous allons partir ensemble aujourd'hui à la découverte de l'Antarctique pour vous parler des croisières d'expédition Quark Expeditions et Bleu Infini. Je me présente tout d'abord, je suis Laurence Deloison, responsable commerciale Quark Expeditions pour la France. Je suis basée à Paris, Quark étant une compagnie canadienne basée à Toronto. Et j'ai rejoint Quark depuis un peu plus de 2 ans, au cours duquel notamment j'ai eu l'occasion de faire un magnifique voyage en Antarctique en janvier 2019. Et je partagerai d'ailleurs avec vous un petit peu de mon expérience personnelle en Antarctique lors de cette présentation. Euh, Quark existe depuis 30 ans. En fait, nous célébrons d'ailleurs notre 30e anniversaire cette année. En 1991, notre tout premier voyage, nous avons mené pour la première fois des passagers non scientifiques jusqu'au pôle Nord géographique. Et puis, au fur et à mesure des années, nous avons étendu notre champ d'activité aussi bien en Arctique qu'en Antarctique, toujours avec des itinéraires innovants. On a été vraiment un pionnier du tourisme polaire et on continue aujourd'hui à être un véritable expert de ces régions. Grâce à cette expertise, nous avons vraiment des équipes dont nous sommes très fiers parce qu'ils connaissent les régions polaires sur le bout des doigts et c'est très important quand on va dans ces parties du monde de le faire avec les bonnes personnes, de le faire en toute sécurité, avec des équipes formées. Nous avons notre propre école de guides polaires où nous formons en conditions réelles sur le terrain nos équipes. Nous avons des chefs d'expédition extrêmement expérimentés et puis des équipes de guides naturalistes également qui sont des spécialistes, donc qui sont aussi bien des ornithologues, des biologistes marins, des glaciologues, des géologues, des photographes, des historiens. Et ils ont une passion communicative des régions polaires qu'ils partagent avec nos passagers à bord. Ce sont eux qui conduisent les zodiacs. Ils vous encadrent dans les excursions. Ils donnent également les conférences à bord. Donc il y a un vrai partage de connaissances et quand on va dans ces régions, c'est aussi pour apprendre, s'émerveiller, mais aussi apprendre sur la faune, sur les paysages, et c'est un aspect très important de nos voyages, bien entendu. Euh, un autre aspect important, c'est l'esprit d'expédition qui nous anime. On vit vraiment ces voyages à chaque fois comme une véritable aventure. Et au final, chaque voyage est unique et chaque voyage est différent. On a bien entendu des objectifs majeurs dans chaque région, mais il faut avoir chaque jour un plan A, un plan B, un plan C, et c'est pour ça qu'il faut c'est important d'avoir des chefs d'expédition particulièrement expérimentés parce que ce sont eux qui, chaque jour, avec le capitaine, prennent la décision du chemin que le navire va parcourir et des excursions que l'on va pouvoir proposer. Au cours d'une journée type, il y a 2 excursions proposées, une le matin, une l'après-midi. Ça peut bien entendu varier en raison des conditions météorologiques, des conditions de glace, mais également des opportunités qui se présentent. Et donc, il faut venir dans cet esprit en sachant que peut-être qu'il y a des choses prévues au programme que l'on ne pourra pas faire, mais à l'inverse, il y a peut-être des choses pas prévues qui pourront s'ajouter et c'est c'est ce qui fait la beauté de ces voyages, c'est de pouvoir vivre encore aujourd'hui de telles aventures, mais avec un grand confort et en toute sécurité. Alors, Quark Expedition, je le disais, est une compagnie canadienne et désormais on travaille également donc en français. Nous avons à bord de nos navires sur certaines dates un programme francophone et puis nous nous sommes associés également avec Bleu Infini, donc un tour opérateur basé à Lyon, pour offrir en fait des expériences vraiment clés en main depuis la France, c'est-à-dire avec le vol depuis Paris avec un préacheminement possible depuis la province, partir en groupe en fait avec d'autres Français et avec un accompagnateur qui est généralement Rémi Marion, qui est un grand spécialiste des mondes polaires, réalisateur de documentaires, guide naturaliste, photographe, qui a déjà accompagné plusieurs de nos groupes et qui donne également au cours du voyage ses propres conférences uniquement pour les membres du groupe Bleu Infini. Donc ça permet vraiment encore d'élever l'expérience et puis de partir sans avoir à s'occuper de rien. Vous êtes prise en charge depuis la France et à toutes les étapes du voyage, avec également pour les voyages en Antarctique une étape
à l'aller à Buenos Aires avec la possibilité donc une nuit à Buenos Aires et puis la découverte de la ville avant d'arriver ensuite à Ushuaia. On a déjà travaillé main dans la main avec Bleu Infini pour notamment organiser des croisières pour plusieurs médias qui l'ont fait pour leurs lecteurs, comme le magazine Science et Avenir, avec lequel on a fait de très beaux groupes en Antarctique. Et donc on va voir un petit peu plus en détail les différentes destinations, les différents itinéraires que l'on peut réaliser dans cette partie du monde. Alors au niveau du matériel, parce qu'on nous pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faut emmener comme matériel pour aller en Antarctique? Alors déjà, les températures ne sont pas aussi extrêmes que l'on peut parfois se l'imaginer. Quand on pense Antarctique, on imagine des températures de -20, -30 degrés. Alors ça, c'est en hiver. Mais nous, on ne va pas dans les régions polaires en hiver, on y va uniquement en été. Bon, déjà en hiver, on ne pourrait pas naviguer à cause de la glace, et puis en plus, il ferait nuit 24 heures sur 24, donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc on y va en été, et comme on est sur l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc la saison antarctique, elle se déroule pendant notre hiver, du mois de novembre à mars. Alors cet hiver, nous ne sommes pas allés en Antarctique à cause de la situation que l'on connaît, mais les prochains départs pour l'Antarctique sont à partir du mois de novembre 2021. Donc, il ne fait pas aussi froid qu'on imagine puisque c'est l'été. On est sur des températures généralement entre 0 et +5 degrés, donc en fait équivalent à ce qu'on connaît nous en hiver en France. Ça peut des fois être plus, ça peut être moins en sensation thermique quand on est sur les zodiacs à cause de la vitesse et puis de la proximité de l'eau, donc il faut bien entendu être bien couvert et c'est pour ça que l'on vous offre cette parka que vous recevez tous les voyages Quark, qui est conçu spécialement pour les régions polaires et qui vous est offerte, c'est-à-dire que vous revenez avec à la maison au terme de votre voyage. Et puis on vous prête également une paire de bottes étanches dont vous aurez besoin pour les excursions. Le reste du matériel à emporter, c'est s'habiller comme on irait à la montagne avec plusieurs couches de vêtements superposés, une bonne protection solaire également, des bons gants, de bonnes chaussettes. Et puis, important d'avoir un pantalon ou un surpantalon étanche, type pantalon de ski, qui est obligatoire pour les excursions. Mais voilà, en tout cas, il y a pas de matériel compliqué à trouver. C'est vraiment simple et on vous fournira la liste avant le départ. Alors, pour aller en Antarctique, comment ça se passe? Eh bien, en fait, il faut déjà se rendre en Patagonie, puisque c'est vraiment la porte d'entrée vers l'Antarctique. Le continent antarctique, il est gigantesque, hein, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il occupe tout le sud de notre globe terrestre. L'endroit le plus simple d'accès, c'est ce qu'on appelle, c'est la pointe que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la péninsule antarctique. Et vous voyez qu'elle fait face à la terre de feu, la pointe de l'Amérique du Sud. Et donc là, c'est le bras de mer qui s'appelle le fameux passage de Drake. Donc, les départs, en fait, l'embarquement se fait depuis Ushuaia. Comme je le disais au préalable, vous avez sur les groupes Bleu Infini une étape à l'aller à Buenos Aires. Donc, vous avez une nuit à Buenos Aires et ensuite, vous prenez un vol à destination d'Ushuaia. Là, il y aura une nuit à Ushuaia, avec le lendemain matin pour les groupes bleus, une visite également du parc national de la Terre de Feu, et puis ensuite on embarque pour l'Antarctique. La traversée du passage de Drake, ça prend 2 jours. C'est un bras de mer qui est réputé parfois pour pouvoir être assez agité, puisque c'est la zone en fait de convergence de l'océan Atlantique et Pacifique, et puis le Cap Horn n'est pas loin non plus. Mais il faut savoir que notamment les nouveaux navires sont vraiment de plus en plus stables, hein, sont équipés de stabilisateurs performants. Donc ce n'est plus ce que ça a été à une époque au début du tourisme polaire, c'est quand même beaucoup plus confortable. Après, c'est un peu la loterie. Il faut savoir que le passage de Drake, il peut être ou très agité ou aussi très calme. Et puis, ça fait partie de l'expérience, hein. C'est le côté passage initiatique où on arrive progressivement, on voit les premiers icebergs et puis ensuite on arrive sur le continent antarctique. Donc, on verra qu'il y a des itinéraires qui vont partir d'Ushuaia, se concentrer sur la péninsule antarctique et puis revenir à Ushuaia. Et puis, il y a des itinéraires plus longs où vous pouvez également ajouter des destinations comme, on parlera tout à l'heure de la Géorgie du Sud,
qui est également une destination vraiment fascinante que l'on peut coupler à l'Antarctique. Alors, quand partir en Antarctique? On a vu que la saison se déroule de novembre à mars. Alors, il n'y a pas vraiment, on nous demande souvent un meilleur mois pour partir. Je dirais que toute la saison est bonne pour partir. Après, on aura une expérience un petit peu différente selon que l'on part en milieu, en début ou en fin de saison. En début de saison, c'est-à-dire novembre, décembre, on est sur la sortie de l'hiver, hein, le printemps, donc période un petit peu plus froide. Et c'est là où on va avoir les icebergs vraiment les plus spectaculaires, les plus massifs, puisque la fonte de l'été n'a pas encore vraiment commencé. Et puis une neige, vraiment des paysages immaculés, très blancs, parce que au fur et à mesure de la saison, la neige a tendance à se salir progressivement. C'est pas à cause des touristes, c'est en raison des colonies de manchots, puisque cette période en fait du printemps-été, c'est la saison de reproduction des manchots. Donc durant cette période, ils vivent en très vaste colonie, tous concentrés au même endroit, et le manchot n'est pas l'animal le plus propre. Donc là où il passe, la neige a tendance à se salir progressivement. Et puis donc c'est la période des parades nuptiales des manchots, et on peut les voir en début de saison construire leur nid. Ils construisent des nids. Alors il n'y a pas de végétation en Antarctique, hein, donc ils peuvent pas ramasser des feuilles ou des branches, donc ils font ça avec des petits cailloux. Et c'est très rigolo de les voir ramasser leurs cailloux pour préparer leur nid. Alors, ensuite, la saison qui est souvent considérée comme la haute saison, début janvier à mi-février, c'est là où on va avoir les journées les plus longues, des journées de 20 heures. Alors, il ne fait pas complètement jour 24 heures sur 24 comme c'est le cas en Arctique, mais on a quand même des journées très très longues. Euh, c'est une bonne saison aussi pour voir des baleines. En fait, à partir du mois de janvier, les baleines vraiment descendent en Antarctique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en voir avant, mais on en verra particulièrement plus à partir du mois de janvier. Et puis les bébés manchots commencent à naître, et donc on peut les voir encore couvés par leurs parents. Et puis la fin de saison, c'est-à-dire la seconde partie du mois de février et le mois de mars, les journées vont avoir tendance à raccourcir, ce qui permet de voir de magnifiques couchers de soleil. Et les couchers de soleil en Antarctique sont particulièrement spectaculaires. Très bonne saison également pour les baleines qui sont toujours là. Et puis les bébés manchots ont grandi, ils sont maintenant des adolescents qui courent partout. Et donc c'est aussi une très bonne saison pour les observer. Alors, j'avais dit que je partagerais quelques images de mon voyage. Alors, me voici mettant le pied pour la première fois sur le continent antarctique. Et c'est important, on dit le continent antarctique parce qu'effectivement, l'Antarctique est considéré comme un continent. À la différence de l'Arctique. Dans l'Arctique, vous trouvez des îles, hein, comme le Spitzberg, comme le Groenland, mais la banquise antarctique est de la mer gelée, sous laquelle il n'y a pas de terre. Tandis qu'à l'inverse, en Antarctique, en fait, l'Antarctique est une gigantesque île, comme l'Australie, même plus grande que l'Australie, qui est entièrement recouverte de glace, avec une épaisseur de glace qui peut aller jusqu'à 2000 km, mais sous laquelle il y a de la terre. Donc si on veut avoir dans sa vie mis le pied sur tous les continents, il faut aller également en Antarctique, et quand on arrive, on prend la pause avec ce drapeau. Euh, les continents, les paysages que l'on peut observer en Antarctique sont vraiment complètement uniques et ne ressemblent à rien d'autre de ce que l'on peut voir sur la planète. C'est vraiment un voyage extrêmement émouvant, parce qu'on a l'impression de voir la planète Terre dans son état originel, en fait, sans l'être humain, juste de la nature, des animaux, et ce paysage de glace. Hein, l'Antarctique est appelé le continent blanc. Et là, on a des icebergs vraiment, vraiment spectaculaires, qui sont des véritables sculptures de glace, de toute forme, de toute taille, euh, et de toute couleur aussi, parce qu'on pourrait imaginer que c'est un paysage monotone, qui soit tout blanc. Et en fait, ce n'est pas le cas, parce que les couleurs de la glace varient énormément en fonction du soleil. Et donc, on va avoir des journées comme sur la photo précédente, où on va avoir une glace qui peut être même bleue, parfois verte, ou alors gris bleu ici, comme on le voit. Donc, c'est vraiment
ça change en permanence et vraiment c'est pas du tout monotone au niveau du paysage, au contraire. Euh, on a tendance à imaginer aussi l'Antarctique comme un paysage très plat. Et en fait, la péninsule antarctique est à l'inverse très montagneuse, hein. Il y a des sommets, des pics enneigés incroyables. Moi, ça m'a beaucoup surpris en fait, ces montagnes parfois gigantesques que l'on aperçoit. Donc c'est non, c'est pas du tout plat et au contraire, c'est un paysage très accidenté. Et vous voyez ici cette vidéo que j'ai faite au coucher du soleil. Il y a des moments comme ça qui se passent de commentaires qui sont juste magiques. Ouais, ça, c'était en fin de journée sur le pont. Il doit être environ 22 heures. Vous voyez qu'il fait encore jour. La lumière commence à descendre. Mais oui, je disais une autre planète, c'est ça. C'est le sentiment. Parfois, on doit on se demande si c'est réel, en fait, si on est vraiment arrivé jusqu'au bout du monde en Antarctique. Alors, bien entendu, quand on dit Antarctique, on dit manchot. Et pas pingouin, je tiens à préciser. Il n'y a pas de pingouin en Antarctique. C'est une erreur que l'on fait tous et qui vient surtout de l'anglais, parce qu'en anglais, on dit penguin. Mais en français, le mot correct, c'est manchot. Et on va voir plusieurs espèces de manchots sur la péninsule antarctique, principalement les trois qui sont ici. Celui à la gauche, c'est le manchot papou, certainement celui qu'on voit le plus communément en Antarctique, facilement reconnaissable avec son bec rouge. Celui du milieu, avec le trait, c'est le manchot à jugulaire. Et puis celui à droite, c'est le manchot Adélie, que l'on reconnaît à sa tête noire avec un gros œil voilà, qui ressort. Donc ça, c'est vraiment les trois espèces principales de manchots. Le manchot, c'est un animal vraiment drôle à observer. Vous les voyez ici. Ils sont très curieux. Donc en fait, nous, on doit maintenir une distance avec les animaux, mais on peut les laisser s'approcher. Et les manchots n'hésitent pas à s'approcher de vous, à venir même vous donner des petits coups de bec dans les bottes, ça arrive. Donc c'est vraiment l'animal star de l'Antarctique et ils sont vraiment très très drôles. Puis en plus ils sont en grande quantité. Comme je disais, ils vivent en colonie, donc c'est très facile de les observer. Il y a d'autres animaux, bien entendu en Antarctique, dont plusieurs espèces de phoques, certains très mignons comme ces deux jeunes que l'on voit ici, d'autres plus dangereux comme le phoque léopard, qui est reconnaissable à ce sourire en coin et qui est un des plus redoutables prédateurs de l'Antarctique. Euh, des oiseaux également, comme le skua que l'on voit ici et qui chasse. Là, sur cette photo, il est à la chasse au bébé manchot. Et il y a des moments comme ça où on a vraiment l'impression d'être dans un documentaire animalier. Vous savez, il y a toujours cette scène un peu tragique où un prédateur rôde, et là, c'était le cas. Et malheureusement, ou heureusement pour lui, c'est le jeu de la nature, on l'a vu repartir avec un bébé manchot. Euh, des baleines. C'est une photo que j'ai prise, j'en parlerai plus tard, durant la nuit de camping. Donc plusieurs espèces de baleines, notamment des baleines à bosse que l'on peut observer en Antarctique. Et puis un autre animal qui était très attendu des passagers lors de ma croisière, ce sont les orques que l'on peut voir ici. Euh, on les a attendus et puis ils sont apparus le dernier soir. Tout d'un coup, on nous a appelés sur le pont et il y avait une famille, un pack d'une dizaine d'orques avec des petits, et on a pu les observer pendant une vingtaine de minutes. Et ça aussi, ça a été vraiment un des moments émouvants du voyage, de les voir évoluer dans la nature, pas dans un parc animalier. C'était vraiment très beau. Euh, Parmi les excursions que l'on fait, il y a des sorties en zodiac, comme on voit ici. Le zodiac, c'est vraiment un outil privilégié pour explorer. Et vous voyez qu'ici, on peut faire vraiment, si on aime la photo, il y a des magnifiques opportunités de photos d'animaux. Ici, des phoques, par exemple. Donc, sorties en zodiac. Il y a d'autres sorties à terre. Et voilà, ils font presque le show hein, pour être photographiés. Et là, on était vraiment pas loin du tout, hein.
Donc, je disais aussi des excursions qui se déroulent à terre. Donc, dans ce cas-là, le Zodiac va nous débarquer et on va partir explorer. Alors, en fait, il y a sur les sites que l'on explore, ils ont été au préalable repérés par nos équipes d'expédition qui ont balisé généralement 2 à 3 itinéraires possibles. Donc, en fonction de votre niveau de forme, de comment vous vous sentez, vous pouvez aller explorer tel ou tel itinéraire, voire tous. Vous êtes vraiment assez libre en Antarctique d'explorer à votre guise hein, les sites. Euh, en Arctique, on est un petit peu plus contraint de rester avec le guide en raison de la présence des ours polaires. Mais en Antarctique, il n'y a aucun danger pour l'homme. Donc, vous pouvez aller explorer à votre guise et à votre rythme du moment que vous restez dans les sentiers qui ont été balisés. Alors ça peut être pour aller observer une colonie de manchots, ça peut être comme ici un peu plus, ça va monter un peu plus pour aller observer un panorama. Mais voilà, il y a des très belles excursions à faire à terre. Et je voulais, j'en profite pour dire au niveau de la forme physique, il faut pas avoir peur du mot croisière d'expédition. C'est vraiment accessible à tous en termes de, ça ne nécessite aucune préparation ni aucun niveau particulier. Du moment qu'on est mobile, du moment qu'on peut marcher, on peut faire une croisière d'expédition. Pour vous dire, la personne passager le plus âgé qu'on a emmené en Antarctique avait 99 ans. Donc du moment qu'on est capable de monter dans un zodiaque, ce qu'on vous explique au début et qui est très facile, on peut faire cette croisière. Et au niveau des excursions à terre, comme je vous disais, il y a plusieurs chemins qui correspondent à plusieurs niveaux et chacun adapte l'expérience à son niveau et pourra en tirer ce qu'il veut. Si on veut pousser un peu plus loin, on verra, il y a des excursions optionnelles également qui existent. Mais déjà, le programme inclus vous occupe à plein temps. Une autre expérience, alors qu'on a eu l'occasion de faire, et quand je disais parfois des choses imprévues qui se réalisent, ça a été le cas ici. On a pu aller sur cette croisière visiter une station de recherche scientifique en Antarctique. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire sur tous les voyages, mais ici, par exemple, on ne pensait pas pouvoir le faire, et puis au final, les conditions de glace ont fait qu'on a été capable de pousser jusqu'à Vernadsky Station, qui est une base ukrainienne en Antarctique. Et bon, là aussi, c'était un moment vraiment hors du temps, quoi, de pouvoir visiter ce petit morceau d'Ukraine en Antarctique, où les scientifiques présents produisent même leur propre vodka local. Et ils ont un pub, ce qui est complètement improbable au bout du monde. Puis c'est très intéressant de voir également comment eux ils vivent, puisqu'ils sont des missions de 1 an. Ils sont une vingtaine de personnes. Et c'était quand nous leur avons rendu visite, ils n'avaient vu personne depuis 9 mois. Donc c'était aussi un moment marquant de cet itinéraire. Ça, c'est un autre moment marquant, c'est le plongeon polaire que j'ai réalisé, c'est moi, sur la vidéo. Donc, le plongeon polaire, c'est quelque chose que l'on fait sur toutes les croisières Quark. Pour les passagers qui le veulent, bien entendu, vous pouvez vivre cette expérience de plongée, pardon, excusez-moi, dans les eaux glacées. Et quand je dis glacée ici, l'eau était à 0 degré parce qu'en Antarctique, l'eau est très salée et donc elle ne gèle, elle gèle à -0. Alors pour quelques secondes, vous pouvez faire cette expérience inoubliable et si vous voulez pas le faire, c'est tout aussi drôle de voir les autres personnes le faire. Je parlais d'activités optionnelles, donc tout ce qu'on a vu, les croisières en zodiaque, les excursions à terre, les conférences, même le plongeon polaire, tout ça c'est inclus en fait. Donc on est vraiment sur une base de tout compris. Toutes les excursions sont pour tous les passagers. Vous n'avez pas à choisir si vous voulez faire telle ou telle excursion. Tout le monde fait le même programme quotidien d'excursion. Et ensuite, si vous voulez, comme je disais, élever un petit peu le niveau d'aventure, vous avez des aventures optionnelles, payantes, qui sont proposées, telles que le kayak, le stand-up paddle et le camping en Antarctique, que j'ai eu l'occasion de tester. Alors, c'est une nuit à la belle étoile en Antarctique, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de tente, donc on vous fournit le matériel nécessaire, qui est un sac de couchage, bien entendu, adapté aux régions polaires, et vous pouvez passer une nuit
hors du navire. Donc vous arrivez, vous êtes transféré vers 22 heures. On est une trentaine de participants avec 2 guides qui restent avec nous toute la nuit. Et on passe une nuit, alors où il ne fait pas nuit noire, hein, c'est le ciel change de couleur, on n'est pas dans l'obscurité totale. Comme je le disais, il n'y a aucun animal dangereux pour l'homme en Antarctique. Au pire, vous pouvez être réveillé par des manchots. D'ailleurs, si vous regardez au fond de cette image, il y a une bande de 3 manchots derrière moi et également un phoque dans le fond. Et c'est une expérience vraiment sensationnelle. Donc, si on veut, si on se sent prêt à passer une nuit en Antarctique, c'est possible sur certains. Alors toutes les options ne sont pas disponibles sur tous les voyages. Donc s'il y a une activité en particulier qui vous intéresse, renseignez-vous avant si elle est bien proposée sur le départ en question. Et puis de nouvelles aventures aériennes cette fois en hélicoptère qui vont être disponibles sur notre nouveau navire, l'Ultramarine. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard de l'Ultramarine, mais sachez que sur toutes ces croisières en Antarctique avec l'Ultramarine, il y a un vol en hélicoptère inclus pour tous les passagers, déjà inclus dans le programme. Et ensuite, en optionnel, il y aura d'autres activités possibles comme une dépose exclusive en hélicoptère pour explorer un site avec une dépose en hélicoptère et un trekking de montagne en hélicoptère, avec dépose en hélicoptère également. Alors, au niveau des itinéraires et des groupes qui sont programmés, on a cet itinéraire Antarctique Terre extrême qui est, je dirais vraiment, l'itinéraire phare hein, que l'on propose en Antarctique, qui est donc une arrivée à Buenos Aires avec la prénuit à Buenos Aires, le vol vers Ushuaia et donc ensuite la boucle classique sur la péninsule antarctique. Donc Ushuaia, c'est un voyage qui dure 11 jours hors les vols depuis la France. C'est vraiment un voyage qui permet de découvrir tous les sites majeurs de la péninsule antarctique. Il y a 2 groupes francophones au départ de Paris qui sont programmés. Un au mois de novembre sur l'Ultramarine, qui est le nouveau navire dont je parlais, et puis un autre au mois de janvier 2022 à bord du World Explorer. Donc ça, ce sont 2 dates en tout inclus, prestations depuis Paris, accompagnées de Rémi Marion. Et puis, il y a également, si vous n'êtes pas disponible sur ces 2 dates, sachez qu'il y a d'autres départs possibles sur le World Explorer et l'Ocean Diamond, là où on propose un programme francophone à bord, c'est-à-dire que parmi les guides Quark Expeditions, il y aura 2 guides francophones. Et donc là, par contre, il n'y a pas d'accompagnateur depuis Paris, c'est en individuel, mais vous êtes pris en charge par le programme francophone Quark. Et Bleu Infini peut organiser pour vous vos vols ainsi que des services pré- ou post-croisière, par exemple une extension en Patagonie ou à Buenos Aires. Un autre itinéraire pareil qui est programmé là uniquement en individuel avec programme francophone, c'est la version, on va dire, augmentée du voyage précédent, donc celui classique sur la péninsule antarctique, mais avec 2 étapes supplémentaires qui sont des nouveautés que l'on va proposer en 2021, qui est une étape au Cap Horn, hein, qui est une haute destination mythique avec la possibilité de débarquer au Cap Horn et de visiter notamment l'église, le monument aux marins disparus en mer, et puis également un arrêt alors sur des îles très peu connues qui sont les îles Diego Ramirez, qui appartiennent au Chili, qui est la terre la plus au sud du continent sud-américain, et qui est un archipel notamment très réputé des amateurs d'ornithologie, avec des colonies notamment d'albatros. Et très très peu de personnes sur Terre ont mis le pied sur les îles Diego Ramirez, sans doute moins qu'en Antarctique d'ailleurs. Donc deux nouvelles destinations. Un événement exceptionnel qui va se dérouler cette année, c'est la possibilité d'assister à une éclipse solaire totale en Antarctique. Ce sera le 4 décembre 2021. Ça ne se reproduira pas avant l'année 2039. Donc, si vous voulez vivre cet événement-là, c'est vraiment l'occasion cette année. Et donc, Quark Expedition a prévu un voyage spécial à cette occasion. Et donc, on va avoir un groupe, pour le coup, un groupe Bleu Infini qui va être présent sur ce voyage. Donc là, c'est un itinéraire plus long,
puisque on va voir la péninsule antarctique, mais également le fameux archipel de la Géorgie du Sud, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'en fait, l'éclipse, elle est visible dans la mer de Scotia, au large de la Géorgie du Sud. Donc, c'est un événement, bien entendu, unique de pouvoir observer une éclipse depuis l'Antarctique. Donc, je dirais, si vous aviez déjà le projet d'aller en Antarctique, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et puis, il y a aussi des personnes qui veulent voir un maximum d'éclipses. D'ailleurs, à bord, on aura, en plus de nos spécialistes habituels, on aura la présence de 2 experts, notamment un photographe du National Geographic qui est spécialiste de la photographie des ciels nocturnes. Donc, ça va être vraiment un voyage passionnant. Et alors, la Géorgie du Sud, c'est un petit groupe d'îles qui appartient au Royaume-Uni, qui est quasiment inhabité, mais qui est d'une richesse exceptionnelle au niveau de la faune. Vous le voyez sur cette image. Ici, on peut observer des gigantesques colonies de manchots royaux. Ce ne sont pas les mêmes que ceux dont on a parlé tout à l'heure sur la péninsule antarctique. Vous voyez qu'ils sont plus grands. Ils ont aussi cette couleur jaune orangé au niveau du cou. Ce n'est pas le manchot empereur. Hein. Le manchot empereur vit encore dans une autre partie plus reculée de l'Antarctique, mais c'est le deuxième plus grand en fait manchot après le manchot empereur. Donc il est aussi très impressionnant et surtout il est en nombre sur cette île, puisqu'il y a jusqu'à 600 000 individus qui sont réunis en Géorgie du Sud. Ceux que l'on voit en marron sur la photo, ce sont les jeunes en fait. Au début, ils sont recouverts de ce pelage marron, puis ensuite ils le perdent pour devenir le beau manchot empereur. Donc c'est vraiment ces plages de Géorgie, un site vraiment exceptionnel. Il y a aussi des éléphants de mer qui sont présents là-bas. Donc ça rend encore ce voyage de l'éclipse encore plus exceptionnel par cette possibilité de visiter par le même coup la Géorgie du Sud. Et puis si vous n'êtes pas disponible sur le voyage de l'éclipse, il y a un autre itinéraire similaire mais sans l'éclipse du coup, qui a lieu du 8 au 23 décembre, mais qui reprend le même itinéraire, c'est-à-dire péninsule antarctique et Géorgie du Sud, qui n'est pas un groupe, qui est un programme francophone pour les individuels, et qui est cette fois à bord de l'ultramarine, donc ça veut dire avec aussi un vol en hélicoptère. Voilà un petit peu les différents itinéraires, donc soit l'itinéraire classique Ushuaia pour explorer la péninsule antarctique. Si on a plus de temps, on peut ajouter la Géorgie du Sud, voire l'éclipse. Alors les différents navires que l'on utilise, on a sur les itinéraires que je vous ai montrés 3 navires différents qui opèrent. Je dirais on a 2 types de navires. On a l'Ocean Diamond, qui est un navire classique d'expédition que l'on utilise déjà depuis plusieurs années, qui est sur notamment des départs francophones sur le voyage classique en Antarctique. Navire d'expédition, je dirais 3 étoiles sup, qui a des cabines quand même spacieuses pour un navire un peu plus ancien, puisqu'on a des cabines quand même qui démarrent dans les 19 mètres carrés. Globalement, c'est un navire qui a beaucoup d'espace partout, que ce soit au niveau des cabines, des espaces publics, que l'on utilise depuis de nombreuses années en Antarctique, qui fonctionne très bien dans cette région. Et je dirais que si vous cherchez un départ avec un peu plus petit budget, vous pouvez trouver des tarifs particulièrement avantageux sur un Ocean Diamond. Et puis ensuite, on a 2 navires beaucoup plus récents, vous allez voir la différence, qui sont notamment le World Explorer. Donc le World Explorer est un navire tout nouveau, puisqu'il a été inauguré en 2019. On a déjà fait plusieurs voyages en Antarctique avec lui l'hiver dernier. Quelques images ici qui ont été tournées pendant le premier voyage que l'on a fait avec ce navire. Très grande cabine. Les cabines démarrent à 25 mètres carrés, avec tout équipé de balcons ou de balcons à la française, donc navire extrêmement tourné vers l'extérieur, avec une piscine chauffée, avec également 2 jacuzzis. On voit ici la salle de préparation pour se préparer aux excursions, et après on part en excursion. Le lounge d'observation panoramique, l'auditorium pour les conférences, le restaurant également complètement ouvert vers l'extérieur,
le spa avec le sauna, spa l'Occitane en mer, la salle de fitness. Donc vraiment un navire vraiment voilà nouvelle génération. C'est un navire hybride, le World Explorer, donc qui est à propulsion à la fois diesel et électrique. Le World Explorer, vous allez le retrouver sur le voyage de l'Eclipse, notamment. C'est le navire que l'on utilise pour ce voyage. Et puis également sur le voyage du mois de janvier classique en Antarctique. Et puis le tout nouveau, la grande nouveauté 2021, c'est l'arrivée de l'Ultramarine. Donc en fait, l'Ultramarine, c'est le premier navire construit par Quark Expeditions. Les deux autres navires que j'ai mentionnés, en fait, nous les affrétons, nous n'en sommes pas propriétaires, mais l'Ultramarine, ça va être notre bateau. Vraiment, les 30 ans d'expérience du monde polaire de Quark ont été mis dans ce projet. La livraison du navire est imminente, là, au mois de février. Il va d'abord démarrer cet été en Arctique, et puis il prendra la direction de l'Antarctique à partir du mois de novembre 2021. Donc, navire avec des magnifiques cabines, là aussi extrêmement spacieuses, qui vont démarrer à 26 mètres carrés, un peu plus de 26 mètres carrés pour les premières catégories. Uniquement des cabines extérieures, soit avec des grandes fenêtres, soit avec des balcons ou des terrasses. Donc on va vraiment voyager de manière extrêmement confortable. On aura 2 restaurants à bord, le principal que vous voyez ici, également complètement tourné avec ses grandes fenêtres vers l'extérieur, parce que le spectacle peut être à tout moment dans les régions polaires. Vous pouvez être en train de déjeuner et tout d'un coup une baleine apparaît, et bien entendu on ne veut pas en perdre une seconde. Il y aura un second restaurant bistrot qui servira aussi une cuisine plus légère. Et puis au niveau de l'espace bien-être, on va avoir là également un spa, sauna et hammam. J'aime beaucoup d'ailleurs ce sauna avec la grande vue panoramique sur les paysages polaires. Vous pouvez profiter de la chaleur du sauna et voir les icebergs qui passent dehors, ainsi qu'un centre de fitness avec un espace yoga. Mais le plus important, et vraiment chez Quark, on en est convaincu, c'est ce qui se passe en dehors du bateau. On va dans les régions polaires avant tout pour l'exploration, et on a imaginé ce navire comme la base d'exploration ultime pour les régions polaires. Donc pour cela, nous aurons 20 Zodiac à déploiement rapide. Donc je vous ai dit 199 passagers, maximum 10 personnes par Zodiac. 20 Zodiac, ça veut dire qu'on peut sortir tout le monde en excursion en même temps. Et très rapidement, puisque les Zodiacs seront stockés dans un hangar au niveau de la ligne de flottaison. Donc, il y aura 4 points de débarquement et on pourra très rapidement lancer des excursions. À côté du hangar à Zodiac, vous aurez le vestiaire où chaque passager aura son casier pour stocker sa parka et ses bottes, ce qui évite notamment de ramener des vêtements mouillés en cabine. Et chaque casier s'ouvrira avec un bracelet connecté qui sera également celui qui vous permet d'ouvrir votre cabine. Et puis, la grande nouveauté, comme on le disait, c'est la présence à bord de 2 hélicoptères sur ce navire, 2 hélicoptères bimoteurs qui vont permettre des nouvelles aventures aériennes avec donc un vol de 10 à 15 minutes inclus pour tous les passagers. Et puis après, en option, possibilité de prendre soit des pauses exclusives en hélicoptère ou de faire du trekking de montagne avec des pauses en hélicoptère. C'est un navire également qui a été conçu avec une vraie préoccupation de développement durable et qui est équipé de tout un panel d'innovations technologiques pour limiter son empreinte environnementale. Il y en a beaucoup, j'en ai sélectionné une ici qui s'appelle le système MAGS, qui veut dire Micro Auto Gasification System, qui permet de réduire de 95% le volume des déchets que l'on ramène au port au terme d'une croisière. Le thème des déchets, il est central pour tous les navires de croisière. La première étape, c'est bien entendu de produire moins de déchets, et ça, c'est quelque chose que l'on fait déjà depuis des années chez Quark, notamment avec la suppression des plastiques à usage unique. Mais ensuite, il y a des déchets qui sont inévitables, et grâce à cette nouvelle technologie, on peut les gazifier et donc les transformer d'une part en énergie thermique qui sert à alimenter le navire, et puis il reste quand même un petit résidu qui est un matériau qui s'appelle le biochar,
Et vous voyez ici cette photo. Alors cette photo a été faite sur le World Explorer, dont j'ai aussi parlé, qui lui aussi est équipé de cette technologie. Et donc au terme d'une croisière de 10 jours en Antarctique, les déchets que l'on a ramenés tiennent dans ce petit flacon que vous voyez ici. Et donc, au lieu de ramener des sacs et des sacs de détritus à Ushuaia, on revient avec juste ce petit flacon de biochar. Et en plus, le biochar est recyclable puisque il sert en fait c'est une sorte de charbon de bois qui est utilisé en tant qu'engrais en agriculture. Donc ça, c'est vraiment une énorme innovation et on est très fiers que l'ultramarine soit équipée de cette technologie. Et comme je disais, c'est vraiment pas la seule. Vous pouvez retrouver tous les détails sur demande. Et ça fait partie de la stratégie promesse polaire de Quark Expeditions qui regroupe en fait toutes nos initiatives en termes de développement durable. Autre thème important, c'est le thème de la sécurité, notamment sécurité sanitaire. On sait tous que voilà, on vit un moment particulier, mais on voulait vraiment vous donner la possibilité de planifier dès aujourd'hui votre expédition en toute sérénité. Et pour ça, on a mis en place de nouvelles conditions, bien entendu, d'annulation, de flexibilité, qui prennent en compte tous les scénarios qui peuvent être liés au Covid, que ce soit fermeture de frontières, confinement, qu'est-ce qui se passe si même je suis testé positif le jour de l'embarquement. Enfin voilà, on a vraiment essayé de penser ce parcours du moment de la réservation jusqu'au moment de l'embarquement et de la croisière pour vous donner un maximum de possibilités. Et de flexibilité parce que c'est bien entendu crucial et on sait que tout peut changer à tout moment, mais ça n'empêche pas de faire des projets. Au niveau sécurité, bien entendu, là aussi c'est un thème essentiel et donc en fait on a défini un protocole sanitaire pré-embarquement. Donc en fait il y a un premier test PCR à réaliser dans les 72 heures avant le voyage, donc qui généralement est également demandé de toute façon par le pays d'accueil. Et donc une fois qu'on arrive à Ushuaia, il y a une nuit d'hôtel qui est inclue pré-embarquement. Donc à cet hôtel d'Ushuaia, les équipes de Quark vont procéder à un second test, qui est cette fois un test rapide, donc qui donne des résultats entre une demi-heure à 1 heure. Et donc on va retester tous les passagers une seconde fois avant d'embarquer. On va embarquer et ensuite, au bout de 4 jours de la croisière, on va à bord de nouveau réaliser un test rapide de tous les passagers. Donc c'est vraiment un protocole rigoureux et c'est très important parce que en fait, quand vous embarquez pour une croisière en Antarctique, une fois parti là-bas, vous n'allez rencontrer plus d'autres êtres humains à part ceux qui sont avec vous sur le bateau. Donc c'est vraiment crucial de procéder à ces tests, mais ensuite vous partez dans une partie du monde qui est complètement isolée, préservée et et inhabitée. Donc, où vous serez vraiment à l'abri des foules. Et chez Quark, on utilise uniquement des bateaux de moins de 200 passagers, donc on est également à l'abri des foules sur le bateau. Et il y a beaucoup d'espace, malgré que les bateaux sont pour donc un nombre restreint de passagers, ils sont quand même très spacieux. Donc au niveau des espaces communs, etc., vous avez vraiment de quoi, les gens ont vraiment de quoi se répartir. Et sur une croisière d'expédition, la majorité du temps est passé en extérieur, est passé dans des excursions qui se déroulent au grand air. Donc ça rend encore plus attractif les régions polaires de par leur isolement et le fait, surtout pour l'Antarctique, c'est un continent inhabité. Sachez également qu'au niveau médical, on a 2 médecins, mais ça c'était déjà le cas avant le Covid, on a 2 médecins présents sur toutes nos expéditions. Maintenant, on a rajouté en plus un coordinateur médical. Tout ce qui est mesures, bien entendu, de nettoyage à bord seront particulièrement renforcées, même si là aussi, elles étaient déjà présentes en fait avant. On avait déjà des postes de distribution de gel hydroalcoolique, etc. Mais ça va monter d'un cran. Il y aura quelques adaptations réalisées comme notamment au niveau des buffets. Il y aura plus de buffets en libre service, c'est des buffets où on est servi par le personnel, mais on pourra toujours faire les mêmes excursions, on pourra toujours voir les mêmes animaux, ça ne change rien à la magie de l'Antarctique. Vous pouvez planifier dès aujourd'hui cette excursion en toute sérénité et en toute sécurité parce que ça reste le maître mot. Voilà, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon.
En tout cas, si vous avez des questions, si vous hésitez entre tel et tel itinéraire, tel ou tel navire, n'hésitez pas à contacter votre agent de voyage qui peut vous aider, vous orienter, vous conseiller. On travaille avec eux, on est là pour ça. Et j'espère en tout cas que cette présentation aujourd'hui vous aura permis de vous évader, de vous faire rêver, en attendant de voyager un jour vers ce magnifique continent antarctique. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.